année en prépa. Une année en prépa. Un soir de janvier, dans les années 1870, Christine Nilsson chantait la Marguerite de Faust à l'Académie de musique de New York. Il était déjà question de construire, bien au loin dans la ville, plus haut même que la 40e rue, un nouvel opéra, rival en richesse et en splendeur de ceux des deux grandes capitales européennes. Quelle étrange ouverture pour un roman. Nous présenter un lieu et non des personnages ou des actes, et qui plus est un lieu public. Après des auteurs comme Balzac, après des critiques littéraires comme Mikhaïl Bakhtin ou Philippe Hamon, l'importance des lieux dans les romans réalistes n'est plus à démontrer. Au cœur du projet réaliste, les lieux composent à deux niveaux. D'une part, ils construisent l'illusion de réel avec une toponymie et des décors conformes à ceux du temps représenté. D'autre part, ils jouent d'échos métonymiques avec leurs habitants et tissent entre eux des correspondances au service des visions du monde que confronte le roman. Cet enjeu se double ici de la sensibilité particulière d'Edith Wharton. Rappelons que son tout premier ouvrage publié porte sur l'architecture, la décoration des maisons en 1897, et que ses voyages répétés en Italie sont repris dans des ouvrages d'architecture, publiés en France sous le titre de Villa et Jardins d'Italie ou encore Paysages italiens. Or, l'ouverture du temps de l'innocence sur les deux opéras non seulement correspond à la réalité, puisque l'actuel célèbre Met ou Metropolitan Opera est effectivement construit en 1883 par les nouveaux riches frustrés de se voir refuser l'entrée à l'ancienne Academy of Music, mais surtout elle structure des oppositions essentielles au roman. Le monde élégant se plaisait encore à se rassembler chaque hiver, dans les loges rouges et or, quelque peu défraîchies de l'accueillante et vieille académie. Les traditionalistes y tenaient parce que, petite et incommode, elle éloignait, de ce fait même, les nouveaux riches dont New York commençait à sentir à la fois l'attraction et le danger. D'emblée, les lieux réels sont exploités, placés au centre du retranchement territorial de l'élite mondaine new-yorkaise qui se constitue par rejet des arrivistes. En d'autres termes, on pourrait décliner ainsi les personnages du roman « Dis-moi où tu vis, je te dirai qui tu es », ou plutôt à quelle communauté tu appartiens. Ainsi, le vieux New York de Newland Archer, dans les années 1870, se développe dans des lieux collectifs précis où les codes communautaires se confirment, où la société contemple sa perfection. Dominent tout d'abord les lieux de représentation où chacun s'expose au regard des autres. Les deux premiers chapitres à l'opéra motivent la traditionnelle image baroque du Theatrum Mundi, du monde comme un théâtre, où chacun joue un rôle, où le spectacle est dans la salle plus que sur la scène. La loge de Newland Archer scrute les autres loges. Lawrence Lefferts et Sillerton Jackson notent les manquements, comme ici cette exposition inattendue d'Hélène Olenska revenue d'Europe. Les conventions dominent dans ce lieu comme dans cette société, conventions aussi absurdes que celle de l'emploi des multiples langues à l'opéra, remarque le narrateur, conventions perçues pourtant comme naturelles pour Newland Archer. Naturellement, elle chantait Mama, et non il-même, puisqu'une loi immuable et incontestée du monde musical voulait que le texte allemand d'un opéra français, chanté par des artistes suédois, fût traduit en italien. Le chapitre 32 répond à cet incipit. La bonne société se retrouve dans le même lieu, à la même pièce lyrique, Faust de Gounod, avec les mêmes chanteurs. May est toujours en blanc, comme intacte après ses noces. Le narrateur souligne que Newland Archer voyait la salle telle que 2 ans auparavant, le soir de sa première rencontre avec Hélène Olenska. Mais son expérience avec la jeune femme l'a décilé. Maintenant, il sentait craquer le moule des contraintes sociales. Il ne se souciait plus de l'opinion. Il est prêt à parler à May de séparation, de divorce,
Comme un chronotope cher à Bakhtin, le même lieu ouvre et ferme ainsi l'action principale du roman, l'amour entre Newland Archer et Helen Olenska, en même temps qu'il soutient le regard critique porté par le narrateur, puis le personnage, sur cette société mondaine et hypocrite. Après l'opéra, le roman déroule lui-même l'autre lieu de l'exhibition luxueuse, le bal de Beaufort. Cette fois, c'est le banquier arriviste qui rassure la société des rentiers sur ses finances, donc sur la stabilité de sa banque. La salle de bal faisait partie de la maison. Au lieu d'y accéder en s'écrasant dans un étroit couloir, comme chez les Shivers, on y arrivait par une pompeuse enfilade de salons. Le verre d'eau, le cramoisi, le bouton d'or, d'où l'on voyait déjà scintiller sur le parquet les nombreuses bougies de la salle de bal, et tout au fond, dans les profondeurs verdoyantes d'un jardin d'hiver, des camélias et des fougères arborescentes, entremêlant leur feuillage au-dessus des sièges de bambou doré. Cette villa, située au haut de la 5e avenue, dans le centre territorial de l'élite new-yorkaise, fait la fierté de la ville. C'est donc bien la démonstration de la bonne santé de cette communauté que ce lieu expose, en même temps que les fiançailles de Newland Archer et de May y sont annoncées, couple fétiche de cet univers. Or, au chapitre 31, Newland Archer passe devant la maison, alors qu'il délibère sur sa capacité à tenir une vie de mensonge dans l'adultère. Au coin de sa rue, il hésita, puis continua à descendre la 5e avenue. Devant lui, dans la nuit d'hiver, se dressait une grande maison sombre. Que de fois l'avait-il vue flamboyante de lumière, la tente des galas avançant sur le perron, une double file de voitures alignées dans la rue. Là, dans le jardin d'hiver, qui étendait sa masse noire sur la rue transversale, il avait pris à mai son premier baiser. C'était là, sous les lustres de la salle de bal, qu'il avait vue apparaître, svelte et gracieuse, comme une jeune Diane. À présent, la maison était noire, comme la tombe. Là encore, le revirement du personnage transforme les lieux. Beaufort est ruiné et déshonoré, en même temps que le mariage exemplaire semble au bord de l'écroulement. Où va cette société qui se délite, comme s'en émeuvent Silurter Jackson et Mrs. Archer au chapitre suivant. Un autre lieu communautaire encadre la narration. L'église de Grace Church, située réellement au centre de Manhattan. Newland Archer y épouse May, mais sans aucune émotion, comme un robot, accomplissant ce qu'on attend de lui. Il ne voit autour de lui que vin cérémonial, impression résumée dans la comparaison que le narrateur lui attribue. On dirait une première à l'opéra, pensa-t-il. Voilà que les lieux se confondent au point qu'il mêle les mots parlant de loge et se reprenant « non, c'était des bancs ». Il y imagine les conversations creuses et attendues entre les invités, les lieux communs qu'ils échangent. Au point que cette église anglicane, destinée à la louange de Dieu, finit par se trouver consacrée à l'implacable divinité du bon ton. Apparaît aussi une autre image qu'Helen Olenska avait suscitée à l'opéra dans le 2e chapitre. Revoyant son enfance en parcourant les loges, je revois tous les hommes en costume d'enfant et les femmes en petits pantalons brodés dépassant de leurs jupes courtes, faisait-elle remarquer à Newland Archer. Lors de son mariage, le jeune homme est comme contaminé par cette analogie. Tout ce qui l'avait préoccupé alors lui paraissait maintenant une parodie enfantine de la vie. La même église revient au chapitre 34, la fille de Newland Archer s'y marie, et ce choix du lieu est commenté par le narrateur. Dans un monde où tout chancelait, la tradition de la cérémonie nuptiale à Grace Church restait immuable. Du côté des femmes, peu a changé. De Mary, May était sûre comme d'elle-même, commente le narrateur. Ces lieux communautaires new-yorkais constituent les références de cette société, avec la fameuse 5e avenue où tout le gratin habite, Mrs. Manson Mingot en bas et Beaufort en haut. Le chapitre 12 s'ouvre sur la descente de l'avenue par Newland Archer lors des visites du soir après le dîner. Il y discerne tous les personnages de son milieu.
La coutume de faire des visites le soir, après le dîner, prévalait encore à New York, malgré la jeune coterie de gens chics qui la trouvaient ridicule. Comme il descendait lentement la 5e avenue, Archer remarqua, dans la grande voie déserte, une file de voitures qui stationnaient devant la maison des Reggie Chivers. Il se souvint qu'il donnait ce soir-là un dîner en l'honneur d'un duc. Traversant Washington Square, il vit un monsieur âgé, en pardessus et cache-nez, gravir un perron et disparaître dans un vestibule éclairé. C'était le vieux Mister Dulac, qui allait voir ses cousins d'Agonette. Ensuite, il aperçut au tournant de la 10e rue Mr. Sampson, de son étude, qui allait rendre visite aux vieilles Mrs. Lanning. Un peu plus loin, dans la 5e avenue, Beaufort se montra sur le pas de sa porte, vivement silhouetté par la lumière de l'antichambre. Enfin, les clubs, typiques de la culture anglo-saxonne, permettent aussi de cultiver l'entre-soi, masculin qui plus est. Newland Archer côtoie le Knickerbocker Club, où il retrouve les jeunes élégants de son milieu, page 207. Assis à ses côtés aussi dans la loge du club à l'opéra. L'ambivalence du personnage principal s'illustre cependant avec le Century Club, où il rejoint là les artistes, musiciens et écrivains rejetés par son milieu, mais que lui recherche par sa curiosité intellectuelle qui le singularise. C'est aussi hors de New York que les grandes familles se retrouvent, dans leur villa en villégiature. Le chapitre 26 rappelle comment ces lieux se déclinent selon les saisons. Tous les ans, le 15 octobre, la 5e avenue rouvrait ses persiennes, déroulait ses tapis et raccrochait ses triples rideaux. Vers le 1er novembre, ces préparatifs étaient terminés et la vie mondaine recommençait. Vers le 15, la saison battait son plein. L'opéra et les théâtres affichaient leur nouveau programme, les invitations pleuvaient, on fixait les dates des bals, et, invariablement, à cette époque, Mrs. Archer disait que New York était bien changé. À la mi-octobre, toute la société retrouve la grande ville jusqu'à l'été qui se passe à Newport. Les Welland, à cause des fragilités de santé du père, émigrent dès le printemps à Saint-Augustine, en Floride, pour des activités sportives de plein air. Baignade, promenade à voile, course à cheval, réunions dansantes, comme les listes May à Newland Archer. Encore séduit dans les premiers chapitres du roman par ses jovialités. L'été, à Newport, se retrouvent les mêmes familles, devenues pour l'occasion l'élégante colonie des falaises. Les Welland sont alors installés dans une villa carrée sur la falaise, au bout de Bellevue Avenue, sorte de 5e avenue estivale. Mrs. Manson-Mingot y a fait construire un cottage orné, où Newland Archer croise de loin Hélène pour la première fois après son retour de voyage de noces. Chacun y joue les mêmes rôles, dans des rendez-vous mondains, nombreux et ritualisés, en extérieur cette fois. C'est l'occasion pour Beaufort d'inviter toute cette compagnie à un concours de tir à l'arc où resplendit l'immuable May comparée à la Vierge Diane chasseresse. La pelouse ensoleillée, bordée de géraniums rouges et de coléus, étendait jusqu'à la falaise son gazon d'émeraude. Au-delà, on voyait la grande mer étincelante. Le long du chemin serpentant jusqu'à la falaise, des vases de fonte d'un brun chocolat laissaient tomber leurs gerbes de géranium lierre et de pétunia sur le gravier fraîchement ratissé. La maison construite en bois et de forme carrée était peinte en brun, comme les vases. Le toit de la véranda, avec ses bandes brunes et jaunes, simulait un grand store. Au milieu de la pelouse, 2 cibles se détachaient en blanc sur un fond de verdure. En face était plantée une tente autour de laquelle étaient disposés des sièges d'osier. Des femmes en toilette d'été, des hommes en redingote grise et chapeau haute forme, causaient en groupes animés. Un signal, une svelte jeune fille en robe de mousseline empesée sortait de la tente, un arc à la main, et décochait sa flèche. Alors, il se faisait un grand silence et tous les yeux se braquaient sur la cible. Or, après son mariage, Newland Archer éprouve de la répugnance à passer un été mondain à Newport. Il voudrait découvrir une île sauvage et éloignée sur la côte du Maine. Mais ne comprend pas qu'il puisse vouloir changer d'habitude.
Mrs. Wayland fit comprendre à son gendre qu'il était inutile que May se fût fatiguée à essayer des toilettes d'été à Paris si elle ne devait pas les porter. May elle-même ne pouvait comprendre la répugnance d'Archer à passer un été mondain à Newport. L'endroit lui avait toujours plu autrefois. Pourquoi ne lui plairait-il plus maintenant qu'il s'y trouvait avec sa femme ? Il n'y avait rien à répondre à cela. Dès lors, le regard du jeune homme devient caustique. Ce beau monde de Newport, affairé à son puéril plaisir, le choquait comme s'il avait vu des enfants jouer sur une tombe. L'enfance et la tombe sont deux images que nous avons déjà croisées pour exprimer son décalage avec son milieu d'origine. Ainsi, la vieille académie, Grace Church, la 5e avenue, Newport, sont autant de lieux parfaitement réels qui peuvent être situés sur une carte. Ils sont les carrefours de la communauté du vieux New York qui s'y confirme dans ses rites d'appartenance, qui s'y contemple dans sa quête de perfection esthétique et vaine, que l'écrivain et ami de Newland Archer, Winsett, compare à un portrait resté accroché au mur dans une maison abandonnée. Perçus selon le point de vue dominant de Newland Archer, ils font ressortir la soumission de l'individu au groupe dans cette communauté qui ne laisse pas de place pour être différent, semble-t-il. Où peut-on alors se retrouver seul ? Être à part, dans les deux sens du mot.